Très bien, donc on va commencer. Hop, c'est parti. Donc voilà, aujourd'hui on est là pour vous présenter la gamme d'auscultation béton Screen Eagle ProSec 2024. Et donc moi je suis Jérémy, je suis géophysicien chez Joreva. Donc, déjà, merci de votre participation et puis meilleurs vœux à tous. Alors, quelques mots au sujet de Joreva, donc il y en a quelques-uns qui nous connaissent déjà. Donc Joreva, on est une entreprise qui va avoir 30 ans cette année. On est spécialisé dans la fourniture, donc la vente, la revente et la location de matériel de géophysique et logiciels associés. Ok, donc on a un gros parc de location. On fait les formations et toute l'assistance technique associée à tous nos appareils, bien évidemment, et ainsi que la maintenance. On loue principalement en France, mais aussi en Europe et quelquefois aussi en dehors. Ça peut être au Maghreb ou même aux Émirats, ça dépend, au Canada. Et donc, on travaille avec des fabricants de matériel géophysique de par le monde. On essaye de sélectionner les appareils qui nous semblent le plus pertinents d'un point de vue qualité de mesure, facilité d'utilisation et puis robustesse aussi sur le terrain, parce qu'on a un parc de location, donc on a besoin d'appareils qui soient suffisamment résistants à une utilisation intensive et puis aussi facilement réparables de notre côté pour éviter à avoir les réexpédier toujours chez le fabricant quand il y a un souci. Depuis maintenant plus d'un an, on travaille avec des nouveaux partenaires, même presque quasiment 2 ans. On travaille avec Impulse Radar pour les géoradars, donc ça c'est plus application géoradar, on va dire détection de réseau, géologie, géophysique appliquée, ce genre de choses, qui font des radars de haute résolution. On travaille avec Emnid un peu plus récemment sur topographie de positionnement, qui font des GPS pas trop chers RTK. On travaille bien sûr avec ProSec depuis maintenant un peu plus d'un an et demi. Ok, donc pour tout ce qui est contrôle non destructif des bétons. Et puis on travaille aussi avec Mo, qui est une entreprise italienne qui fait des petites stations sismiques tout en un pour des applications géologiques et génie civil. Alors, au sujet de Screening Eagle, donc en fait, on parle souvent de ProSec. ProSec, c'est vraiment l'entreprise originale pardon, de capteurs non destructifs qui existe depuis 1954, une entreprise suisse basée à Zurich, et ce sont d'ailleurs les fameux inventeurs du marteau Schmitt. Et en fait, en 2019, ProSec s'est associé à DreamLab, qui est une entreprise de développement logiciel et robotique, afin de former le groupe Screening Eagle. Et donc, en fait, ils ont pu, ça permet quand même de matcher un peu leurs connaissances d'un point de vue hardware, donc développement de capteurs, mais aussi de développer toute la partie logicielle, facilité d'utilisation, assistance, euh, avec la partie DreamLab, afin d'avoir une interface et une utilisation beaucoup plus simplifiée des appareils et intuitive. Donc, Skin Eagle est basé un peu partout dans le monde. Et puis, il travaille bien évidemment avec de nombreux États, institutions, universités, entreprises du BTP. Alors, vous allez me dire pourquoi GeoReva, entreprise de géophysique, travaille avec des contrôles non destructifs des bétons. En fait, on va le voir après, mais ce qui se passe, c'est que la plupart des appareils de contrôle des bétons aujourd'hui sont basés sur des principes et des méthodes géophysiques que l'on utilise, nous, depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est juste que là, dans ces cas-là, en fait, elles sont appliquées au béton. Donc, dans un milieu un peu plus homogène, avec des vitesses un peu plus élevées de propagation, par exemple, pour les ondes sismiques ou acoustiques. Donc, ça, c'est intéressant parce que nous, on a une vraie capacité pour comprendre les instruments et savoir expliquer les méthodes, parce qu'on travaille avec ce type de méthode depuis des années. Alors, on commence souvent cette présentation avec l'adage «Rien ne dure éternellement», et ça vaut particulièrement pour les ouvrages en béton. Et on l'a vu ces dernières années. Un peu partout dans le monde, avec des ponts qui se sont écroulés, ça peut être des soucis d'affaissement de route ou ce genre de choses. Et l'exemple le plus fameux pas loin de chez nous, c'est le pont de Gênes en 2008 qui s'est effondré. Donc ça pose la question de la durée de vie du béton. Donc au XXe siècle, au début de la construction des ouvrages en béton armé, on pensait qu'ils allaient durer au moins 1000 ans, et puis finalement on s'est rendu compte que la durée de vie était plus autour de 50 ans d'un ouvrage d'art en béton ou d'une structure, et que des dommages, en fonction de la qualité de construction, peuvent apparaître déjà 5 ans, voire moins, après la construction. Okay. Alors, quels sont les principaux défauts que l'on peut voir sur une structure en béton?
Alors, il y a trois grands types de défauts. On va avoir des problèmes de structure en nid d'abeille, à l'intérieur ou à la surface, dû souvent à une mauvaise construction. Okay. On a la présence de cavités, là c'est souvent dû aussi à une mauvaise construction. Et puis on a l'usure et de l'érosion due à l'abrasion à la surface de béton. Donc ça peut être des fissures, des différentes, de l'érosion un peu différentielle, ce genre de choses. Le souci de ces défauts, c'est qu'en fait, ça va créer des points de faiblesse structurelle, donc ça peut modifier les comportements mécaniques de la structure et à terme avoir un risque de défaillance. Et puis aussi, souvent, c'est des points d'entrée qui vont pouvoir augmenter la vitesse de corrosion des aciers. Et ça, c'est lié, on appelle ça aussi, à corrosion des aciers, le cancer du béton. Alors, qu'est-ce que le cancer du béton? Le cancer du béton, en fait, il y a deux types de processus qui existent. Le premier, c'est tout simplement la corrosion des barres d'armature, comme je viens de le dire. C'est-à-dire que quand il y a une corrosion des barres d'armature, il y a une expansion du volume. Donc, ça crée des fissures ou des défauts dans le béton. Et puis aussi, on a une perte de section sur la barre d'armature, donc on a une perte de résistance de notre structure. Et puis, il y a aussi des problèmes de réaction alkali-granulat. Okay. Alors, les réactions alkali-granulat, souvent, c'est des réactions qui sont entre les agrégats qui sont utilisés ou les granulats qui sont utilisés avec le ciment. Et ça peut créer des réactions qui vont provoquer une expansion et une fissuration du béton sur plusieurs années. Donc ça a aussi un impact directement sur la qualité du béton et ses composantes mécaniques. Donc, tant la corrosion des barres d'armature et les réactions alkali-granulat, en fait, ça va créer des dommages sous forme de fissures, de délaminage ou d'écaillage. Et ça, c'est ce qu'on appelle le cancer du béton. Et à terme, forcément, si cette cancer du béton est très développé, il y a un moment où on peut plus l'arrêter. Et le plus simple, c'est de détruire la structure pour la reconstruire. Alors, pourquoi les structures en béton échouent? Principalement, c'est dû à un manque de contrôle qualité après construction. Souvent, il y a du contrôle qualité qui est fait durant la construction, okay, mais très peu ensuite. Okay, ou de temps en temps, il y a des inspections visuelles qui ont été faites, mais souvent, on n'a pas forcément une vraie information de ce qui se passe au sein de la structure en termes d'homogénéité, si les armatures sont bien là ou ont des potentiels ou des soucis de corrosion. Et donc, on a on n'a aucune idée de l'état de la structure après construction. Donc ça, c'est l'avantage, c'est le gros souci, et ça nous empêche d'agir au bon moment quand on voit un premier dégât pour renforcer la structure plutôt que d'attendre et de la détruire complètement pour la reconstruire. Alors, le but du contrôle non destructif, c'est au final d'avoir une idée avoir une photographie à un instant T de ma structure, savoir si mon béton est en bonne qualité. Et ça, on va pouvoir le voir avec des inspections préventives, c'est-à-dire avoir une visualisation de la présence de fissures de surface, la disposition correcte des armatures, si la résistance et l'homogénéité du béton sont bloquées, l'enrobage, et si on ne vérifie aucun défaut interne. Et donc, de faire de la maintenance prédictive, ça nous permet de contrôler le vieillissement de notre structure et ainsi éviter tout endommagement trop important où on aura juste à la détruire pour la reconstruire, okay, afin d'augmenter et de gérer le vieillissement de la structure. Par exemple, là, c'est un exemple qui est fait en Suisse, où en Suisse, on utilise beaucoup de sels de dégagement qui ont tendance à corroder les barres d'armature plus facilement. Et donc, on fait de la maintenance prédictive sur, par exemple, ici, des piles de pont, où on va venir renforcer à partir d'un seuil, un seuil critique, qu'on définit comme critique, on va venir renforcer la pile pour éviter tout seuil non tolérable, on va dire, dépassement de seuil ou duquel on devrait complètement refaire la structure. Donc, quels sont les défis aujourd'hui pour une infrastructure durable? Il y a 6 points là. Le problème principal, c'est la malformation congénitale, c'est-à-dire pendant la construction, on a des soucis de béton et on a un manque de contrôle qualité documenté, surtout quand on a une infrastructure vieillissante, qui ont plus de 50 ans, on a un problème de suivi de la structure. Et il n'y a souvent pas eu d'inspection, que ce soit juste visuel, sur la structure dans le temps. On a un souci aussi d'impact CO2, c'est-à-dire que aussi le CO2 qui est de plus en plus présent dans l'atmosphère, lui, a aussi de base un impact sur la corrosion des barres d'armature, mais aussi le fait d'avoir à détruire une structure pour la reconstruire, c'est un impact bien évidemment plus important que de faire de la maintenance prédictive et de la suivre dans le temps pour la renforcer.
en cas de souci. Un gros souci aussi, pour les vieilles structures, c'est la récupération des anciens dossiers papier ou des mesures qui ont été faites avec des appareils analogiques. Souvent, on a perdu les mesures ou les dossiers. Des fois, même trouver les plans, c'est compliqué. Donc ça, il y a un problème d'archivage aussi de données. Et puis aussi un pénurie de main-d'œuvre, d'inspecteurs, de gens capables de faire ce type de mesures et de contrôle. Donc c'est pour ça que Prosec, lui, essaye de développer, Scanningle essaye de développer une gamme de produits déjà à un usage simplifié et qui s'articule afin de pouvoir contrôler une structure de A à Z et faire une maintenance prédictive avec leurs appareils. Alors, comment inspecter les ouvrages en béton? Donc, la meilleure analogie à faire, c'est avec l'analogie médicale. Donc, c'est-à-dire qu'en médical, souvent, on va avoir une inspection visuelle, une première inspection visuelle. C'est ce qu'on va faire dans une structure, juste à l'œil, des photos de surface, ce genre de choses, des plans. Et puis ensuite, on va pouvoir avoir analysé les signes vitaux, qu'on va pouvoir faire par exemple mesure de tension ou un stéthoscope chez le médecin. Et nous, avec des appareils de mesure, on va pouvoir déjà avoir, je sais pas, une idée de l'uniformité, de l'homogénéité de mon béton, ok, de la perméabilité par exemple. Donc ça va être les signes vitaux. Et dans une troisième partie, je sais pas, pour préciser un diagnostic, par exemple en médical, on va utiliser un IRM ou une radio. Et puis là, pour un contrôle non destructif des bétons, on va venir utiliser des appareils de radar ou pour avoir vraiment une information de ce qui se passe dans la structure, ok, et vérifier ce qu'on a mesuré avec les signes vitaux. Donc voilà, et donc toute la gamme de Prosec est basée sur ces trois aspects, on va dire visuel, signes vitaux et imagerie. Ok, donc je vais les détailler après, afin d'avoir une gamme complète qui permet de faire un contrôle complet de notre structure. Donc voilà, par exemple, dans une structure comme ça, on va pouvoir, par exemple, avec, je sais pas, un profomètre, on va pouvoir une idée de l'enrobage, du diamètre et de la possibilité potentielle de corrosion des barres d'armature. Le radar va nous permettre de localiser et de cartographier les barres d'armature, par exemple. Donc le pundit va nous donner aussi des informations on va pouvoir faire une image en termes d'homogénéité et de résistance de la structure. Voilà, un appareil pour chaque type d'application, enfin, une gamme d'appareils pour chaque type d'application. Et on va commencer, nous, avec l'aspect visuel. Donc l'aspect visuel, Prosec a développé un appareil, enfin une application qui s'appelle Inspect, où là on va pouvoir référencer notre structure et puis aussi référencer tous les défauts visuels de surface que l'on peut voir, en faisant des photos tout simplement. Donc ça peut être des fissures, des délaminations, des nids d'abeilles en surface. Ok. Donc là je vous ai mis une tranche d'un mur, d'une paroi, et on va pouvoir analyser les fissures, ce genre de choses, tout simplement avec un appareil photo de l'iPad. C'est une application qui va tourner sur l'iPad. Et donc, cette application à Inspect va permettre de faire un travail de pré-inspection, donc référencer la structure, mettre les plans, par exemple. Et puis ensuite, sur site, on va pouvoir venir faire carrément un modèle numérique de la structure, si on veut, avec le lidar de l'iPad. On va pouvoir prendre des photos des différentes fissures ou des laminations. Définir que à cet endroit-là, on a une fissure, on devrait peut-être revenir faire des mesures avec du radar ou ce genre de choses. Donc, on va pouvoir définir vraiment un plan d'inspection ensuite, faire ces mesures. Ensuite, traiter ces mesures au sein du logiciel aussi, enfin, faire un travail de reporting de ces mesures, pour ensuite finir et faire un rapport de réparation et de maintenance de la structure, avec toutes les mesures qui ont été faites. Donc, c'est un logiciel qui permet d'articuler toutes les différentes phases de contrôle de ma structure. Il y a une version gratuite, donc vous pouvez la tester facilement. Donc voilà, il y a aussi un outil sur Inspect qui permet de, quand vous prenez une photo d'une fissure, un instant T, et que vous revenez quelques mois après, vous pouvez refaire la photo de cette fissure et l'algorithme va automatiquement vérifier s'il y a eu une augmentation ou une modification de la fissure au cours du temps. Alors ensuite, après cette première aspect visuel, on passe aux signes vitaux. Donc là, il y a plusieurs appareils. Le premier et le plus fameux, c'est le marteau Schmitt. Ok. Donc là, le marteau Schmitt, c'est Prosec qui l'a inventé. Et là, le but, c'est d'avoir une info sur la résistance et l'uniformité du béton en surface. Donc, marteau de rebond, on a deux types de marteaux aujourd'hui chez Prosec, le Silver Schmitt et le Original Schmitt. Les deux peuvent être couplés avec une application sur votre téléphone ou sur le PC
pour pouvoir en fait tout simplement stocker les mesures en fonction de la normative qu'on utilise, parce qu'on va devoir mettre plusieurs coups, donc on va pouvoir tout stocker et puis faire un rapport aussi si on a fait une grille par exemple, faire un rapport automatique. Ok. Mais on peut très bien aussi utiliser le marteau tout seul et l'écran va nous donner directement les résultats en mégapascal. Donc, comme je vous disais, il y a deux types de marteaux. Le Original Schmidt, lui, un marteau mécanique qui va pouvoir donner une plage de résultats de 10 à 70 mégapascales. Et le Silver, là, lui, a une mesure optique. Il a une meilleure précision de mesure et il peut aller de 5 à 100 mégapascales. Okay. Et puis, bien évidemment, pour ces marteaux, on peut aussi inclure nos propres courbes de conversion en fonction du matériau qu'on analyse et puis de la normative. Alors, deuxième appareil pour les signes vitaux, c'est l'utilisation de la vitesse d'impulsion ultrasonique. Donc là, pour ça, c'est le Pundit Lab. Donc là, c'est de la méthode acoustique, ou sismique même. On parle acoustique, c'est-à-dire qu'on va envoyer une onde ultrasonique à partir d'un émetteur et on va, hop, désolé, on va réceptionner cette onde avec un récepteur. Ok, on parle de transducteur, donc on a un transducteur d'émission, un transducteur de réception. Ok, et on envoie une onde, elle va pas se propager dans le béton à une vitesse spécifique. Si je connais par exemple l'épaisseur de mon béton, je vais pouvoir vérifier que cette onde se propage toujours de la même manière. Et en fait, l'onde elle se propage en fonction de la densité du béton principalement, ses caractéristiques mécaniques. Et si l'onde voyage plus ou moins vite, ça peut être lié à des défauts. Okay. Donc là, il y a différentes gammes de transducteurs chez ProSec. On a des transducteurs exponentiels, donc là vous voyez pour si on a des surfaces un peu granuleuses, on a des transducteurs à différentes fréquences. Ils travaillent principalement en onde P, ok, mais on a aussi des transducteurs à onde S, à contact sec. Okay. Et pour faire ces mesures, on a le Pundit PL200, qui est une petite interface d'acquisition tout en un, avec différents protocoles de mesure qui est assez simple d'utilisation. On va pouvoir voir la forme d'onde l'onde qu'on reçoit, pour pouvoir aussi avoir une idée de la qualité de mesure, et ainsi de suite. Et il y a différents protocoles de mesure et algorithmes qui sont intégrés dedans. Donc là, c'est ce que je disais juste avant. Moi, d'un côté, j'ai mon émetteur et de l'autre côté, mon récepteur. Donc ça implique que l'on doit accéder de part et d'autre de notre structure. Donc par exemple, une bonne qualité de béton, moi, si je connais déjà l'épaisseur, je vais pouvoir mesurer par exemple 5 mm/s que je vais considérer comme une bonne qualité. Une mauvaise qualité, on va avoir une vitesse plus faible. Et puis par exemple, la présence d'un défaut va aussi modifier le temps de parcours de l'onde et on va avoir une vitesse plus faible. Okay. Si on translate notre émetteur-récepteur le long d'une paroi, on va pouvoir directement faire une image et avoir une tomographie en termes de vitesse d'onde P ou d'onde S de ma structure. Okay. Ça, c'est intéressant pour vraiment avoir une idée d'homogénéité et de qualité du béton, et puis potentiellement détecter des défauts internes. Okay. À terme aussi, en travaillant par exemple avec les vitesses d'onde P et d'onde S, on peut estimer le module de Young, on peut prédire la résistance du béton ou estimer la profondeur d'une fissure. Un autre appareil Pundit, cette fois, lui, on parle d'écho d'impact sismique, parce que lui, on n'envoie pas cette fois des ondes ultrasoniques, c'est vraiment une onde sismique, on va utiliser un petit marteau, et c'est le PI8000. Alors là, c'est un tout petit appareil, il est assez pratique à utiliser. On va pouvoir l'utiliser que d'un côté de la structure, il n'y a pas besoin d'accéder de part et d'autre. Donc là, ça va permettre d'évaluer l'homogénéité et la qualité du béton, souvent utilisé pour évaluer la variation d'épaisseur des dalles béton ou soit tunnels, et puis potentiellement détecter des défauts internes. Donc là, on a une petite interface comme ça, qui tient dans la main, qui est toute petite. On va avoir un petit marteau, et puis ensuite, on a une application iPad qui va nous permettre de récupérer les données et de faire l'analyse des données, processing. Donc ça, le principe, Le principe, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'on va taper avec un petit marteau. Okay. Notre onde va se propager et va se réfléchir à l'interface entre le béton et l'air ou le sol, si on est sur une dalle, et va me revenir. Donc je vais mesurer ce temps de parcours, c'est un temps double, hein, elle fait 2 fois le trajet. Okay. Si je connais l'épaisseur, en fait, je vais pouvoir mesurer la vitesse de propagation. Et si je ne connais pas l'épaisseur, par exemple, j'ai déjà une idée de la vitesse, je vais pouvoir estimer l'épaisseur. Okay. Et inversement. Simplement, il y a 3 inconnus, donc il faut au moins en contraindre une pour avoir l'autre info. Okay. Je peux aussi faire juste de la répétition, c'est-à-dire faire des mesures, j'ai pas forcément une idée d'épaisseur,
mais je veux vérifier que ma dalle est bien homogène, je peux multiplier les mesures le long de ma dalle. Si ma dalle est normale, on va dire que tous mes pics se répètent plus ou moins à la même fréquence, mais que de temps en temps, j'ai un endroit où le temps de parcours est plus court dû à un défaut, en fait, je vais avoir un pic plus haute fréquence, si on fait une analyse en fréquence. Et donc ça va être lié à un potentiel défaut interne. Donc en fait, en faisant une répétition de mesure le long d'une dalle ou d'une paroi, on va pouvoir vérifier que j'ai toujours la même réponse en fréquence et analyser s'il y a des zones plus ou moins homogènes. On peut aussi utiliser cet appareil pour faire un test d'intégrité des pieux. Donc là, on utilise un marteau un peu plus gros souvent. Et là, c'est le même principe. Là, on va mesurer le temps de parcours de l'onde. Okay, on va estimer la vitesse de propagation dans mon pieu. Et puis, si on a la vitesse de propagation, on peut estimer si on a le temps de parcours ensuite qu'on mesure, on peut estimer la profondeur de mon pieu. Okay, c'est un temps double, on divise par 2. Et puis, s'il y a un défaut ou un pieu plus court, on aura un temps de parcours plus court et donc forcément, on va pouvoir identifier aussi un problème d'intégrité. Dernier appareil, quatrième appareil pour les sinuitos, c'est estimation de perméabilité. Et on fait une mesure de résistivité pour ça. Donc, Prosec fait le Resipod. Donc ça, c'est vraiment une méthode vénère qu'on utilise aussi en géophysique, qui est, on a 4 électrodes de mesure qu'on va venir poser sur le béton. On a 2 électrodes d'injection en 1, là, et 2 électrodes de mesure. Donc, on injecte un courant qu'on connaît en milliampères et on mesure la différence de potentiel avec les 2 autres en volts. On connaît la distance entre chaque électrode. Et en fait, on arrive à mesurer la résistivité du béton en un point précis. Okay, donc ça permet, en fait, la résistivité, plus elle est élevée, en général, plus on va avoir un faible risque de corrosion. Okay, donc là, je vous ai mis des valeurs tirées d'un article de Signor de 97. De toute façon, je vous partagerai la présentation ensuite. Vous pourrez récupérer toutes les slides. Donc, comme je le disais, voilà, une faible résistivité électrique du béton signifie que la probabilité de corrosion est élevée, et inversement. Donc ça, c'est un appareil intéressant aussi pour avoir tout de suite une petite mesure rapide du potentiel de la résistivité et du potentiel de la probabilité de corrosion. Okay, et la perméabilité, bien évidemment, du béton. Alors, comme on l'a vu, les signes vitaux, on a 4 appareils. Ils nous permettent donc le Resipod, on vient de voir, une info de perméabilité, de résistivité. Le marteau Schmitt, une info de résistance et d'uniformité en surface de non-béton. Okay. Et le Pundit, alors on a le Pundit Lab, le PL200 qu'on a vu, là on va avoir des mesures de résistance, d'homogénéité, d'épaisseur, on va pouvoir faire une tomographie. Et puis le petit Pundit, tout simplement vérifier une épaisseur ou aussi l'intégrité de pieu. Ok, potentiel défaut interne. Alors, comment inspecter les ouvrages en béton, cette fois en termes d'imagerie. Donc là, on a vu l'aspect visuel avec Inspect, l'application, ensuite l'aspect, les signes vitaux avec les appareils, on va dire, traditionnels du contrôle non destructif. Et là, on va passer à l'imagerie. Donc, il y a 3 grands appareils d'imagerie chez Prosec. Donc, le premier, c'est le géoradar. Okay, donc, le géoradar, on envoie des ondes électromagnétiques. Ensuite, on va avoir le profomètre, qui est lui en électromagnétique, mais méthode basée sur les courants de Foucault. Okay. Donc le radar, il va jusqu'à 80 cm, le profomètre jusqu'à 18 cm, et puis on a le dernier qui est le Pundit Array. Donc là, c'est aussi des ultrasons comme le Pundit, mais là, cette fois, ça va être à écho d'impulsion, et on utilise des ondes S pour cet appareil. Et puis on peut aller jusqu'à plus de 2 mètres de pénétration dans une paroi en béton. Okay, on va distinguer ensuite les différents avantages et les propriétés de chaque méthode. On va commencer avec le profomètre. Donc le profomètre, c'est un appareil donc chez Prosec qui s'appelle le PM8000. C'est un appareil basé sur les courants de Foucault et qui va permettre d'avoir une information sur l'enrobage d'armature, donc la profondeur du premier lit, le diamètre des armatures et leur espacement. Okay, ce profomètre, il peut fonctionner avec l'iPad aussi pour l'acquisition des données et puis créer des rapports en fonction du type de mesure qu'on a. Comment ça fonctionne? C'est assez simple. C'est un appareil électromagnétique, c'est-à-dire qu'on a 2 bobines dedans. On a une bobine d'émission et une bobine de réception. Quand on fait passer du courant dans une bobine, cette bobine crée un champ magnétique. Là, si c'est une bobine horizontale, cette bobine va créer un champ magnétique vertical qui va se propager dans le béton. Okay, ce champ magnétique vertical, en se propageant dans le béton, va créer des phénomènes d'induction qui sont des fameux courants de Foucault. Et dès que ces courants de Foucault en fait rencontrent un matériel conducteur, ce matériel conducteur va lui-même émettre
un champ magnétique secondaire fonction du champ magnétique injecté dans la bobine. Champ magnétique primaire, et il y a un champ magnétique secondaire qui est généré par le conducteur en profondeur. Ok. Et ce champ magnétique secondaire va être tout simplement mesuré à l'aide de notre deuxième bobine. Ok. Et grâce à l'intensité de ce champ ou différents calculs qui peuvent être faits sur ce champ, on va pouvoir obtenir la profondeur de mon conducteur et aussi son diamètre pour ce qui est des barres d'armature, avec une très bonne précision. On arrive de l'ordre du millimètre. Ok. Donc ça, c'est une méthode très intéressante pour avoir une info sur diamètre et enrobage d'armature. Alors, on a trois différents PM8000 chez ProSec. On a le PM8000 Lite qui est basique, qui s'utilise juste à la main et on va utiliser le petit écran pour faire de la lecture. On va tout de suite avoir une information sur la couverture, sur l'enrobage et sur le diamètre de l'armature. Ok. On a un PM8000 standard qui, lui, nous donne ces infos-là, mais on va pouvoir l'utiliser avec l'iPad pour faire des mesures en ligne, pour vraiment avoir une grande ligne, et puis on va pouvoir scanner et avoir directement un rapport de la couverture, l'espacement et le diamètre des armatures. Et si elles respectent la norme pour la structure étudiée. Et on a le PMU1000 Pro qui lui permet en plus de faire des mesures surfaciques. Donc là, on va avoir des mesures en X, en Y pour avoir vraiment une carte 2D de mon enrobage, de mon espacement et ainsi de suite. Alors, petit rappel sur le PMU1000 et la méthode des courants Foucault. Alors, il y a des limites d'utilisation, c'est-à-dire que l'appareil, comme je le disais, il peut aller jusqu'à 18 cm, mais si on veut avoir une lecture de la couverture et du diamètre de manière précise du millimètre, on va devoir utiliser un mode standard qui va jusqu'à 8 cm. Okay. Donc, c'est-à-dire que vous, si vous voulez couverture et diamètre, il faut que votre premier lit soit dans les premiers 8 cm. Vous pouvez aller jusqu'à 18 cm avec un mode BIP, il s'appelle, mais ça permettra uniquement de localiser une présence d'armature, de localiser une armature, mais on n'aura pas d'infos précises sur la couverture et le diamètre. Okay. Alors, on passe aux deux autres méthodes. Donc, on a le radar et l'écho d'impulsion ultrasonique. Donc, la différence entre les deux, c'est que le radar, on envoie des ondes électromagnétiques dans le béton, okay, qui vont se propager. Alors, les ondes ultrasoniques, on est de l'ordre du mètre par seconde, comme on a vu avec le pendule avant, mais les ondes électromagnétiques, on est de l'ordre du centimètre par nanoseconde. Okay. Donc c'est beaucoup plus rapide. Elles vont être beaucoup plus vite atténuées, forcément, mais c'est beaucoup plus rapide. Et en fait, les ondes électromagnétiques se propagent et se réfléchissent dans l'interface aux différents contrastes de permittivité diélectrique, on dit. Okay. Bon, je vais vous passer toutes les méthodes radar, enfin l'explication de la méthode radar, mais pour faire simple, en fait, une onde électromagnétique, elle va se réfléchir quasiment à 100% sur les métaux, parce que le métaux a une constante diélectrique infinie, en fait. Ok. Donc, quand on a un radar qui est sur notre béton et qui va passer au-dessus d'une armature perpendiculairement, donc quand on est en amont, juste avant l'armature, l'onde radar qu'on émet, elle n'est pas exactement verticale sous le radar. On émet un cône, en fait, un champ d'onde. Donc forcément, on va avoir des ondes radar qui vont venir percuter l'armature et me revenir. Ok. Et on va mesurer ce temps de retour. Donc même avant d'arriver sur l'armature, je vais avoir une réflexion des ondes radar qui va me revenir. Et c'est pour ça qu'en fait, plus je vais me rapprocher de l'armature et plus je vais m'en éloigner, plus je vais avoir une réflexion qui va me donner une forme d'hyperbole. Okay. Donc ça, pour ceux qui ont déjà utilisé du radar dans les bétons, en fait, on a une hyperbole pour chaque barre d'armature sur un radar gramme. Et en fait, l'armature est localisée à l'apex de l'hyperbole et sa profondeur est bien à l'apex. Okay. Parce que le temps est le plus court quand je suis au-dessus, le temps de retour est le plus court quand je suis au-dessus avec mon radar. Okay. Après, on peut faire des opérations de migration, on va revenir recentrer l'énergie de l'hyperbole au sommet pour dire, bah là, j'ai uniquement ma barre d'armature sur une seconde image. Alors, l'autre méthode, écho d'impulsion ultrasonique, donc là, c'est le Pundit Array. Donc là, on va envoyer des ondes S, ok, uniquement d'un côté. Et en fait, on va regarder aussi là leur réflexion. Et l'avantage, c'est que les ondes S, elles se réfléchissent à 100% sur l'air. Ok. Donc là, ça va être très facile pour avoir une info de l'épaisseur d'une paroi, par exemple. Okay, parce que une fois rencontré l'air, les ondes sont 100% réfléchies. Donc là, on a des émetteurs et des récepteurs en ondes S. Et on va pouvoir balader notre appareil et avoir directement une image en termes de vitesse de propagation d'ondes S. Okay. On est toujours en temps de parcours, ok, et c'est des temps doubles. Après, on peut convertir en profondeur.
si besoin. Pour convertir en profondeur, on a besoin de savoir à quelle vitesse se propagent les ondes dans mon milieu, ou l'épaisseur. Et pareil pour le radar, à quelle vitesse se propagent les ondes dans ce milieu, ou tout simplement déjà avoir une information de l'épaisseur. Alors, la technique radar utilisée par ProSec pour émettre les ondes, on appelle ça, c'est une technique à saut de fréquence, c'est-à-dire que d'habitude, il y a des radars où il émet une fréquence spécifique. Donc souvent, plus la fréquence est élevée, plus la résolution est élevée. Donc plus on peut identifier, par exemple, des barres d'armature fines. Par contre, moins on ira en profondeur. La technologie à saut de fréquence, en fait, permet de générer différentes fréquences avec la même bobine. Et donc, ça permet d'étaler le spectre d'analyse et d'avoir une information plus en profondeur tout en gardant une bonne résolution en surface. Pour cela, il faut que le radar soit bien en contact avec la structure. Donc là, ProSec, lui, émet de 0,2 à 6 GHz et ça permet d'aller jusqu'à 80 cm dans les bétons. Donc il y a 3 types de radars chez ProSec. Le GPU 1800 qui est un petit radar qui fait 8 cm par 8 cm. Le GPU 1000, le radar standard avec une bobine, un couple d'antennes dedans pour faire une mesure. Et puis on a un radar plus large qui est le GPU 1800 avec 6 antennes dedans, okay, qui va permettre d'avoir plus d'infos d'un coup. Chaque radar fonctionne avec une application iPad et l'application va nous permettre de visualiser en direct les données brutes. Okay, donc le radargramme, là où on voit une hyperbole pour chaque barre d'armature. On va pouvoir migrer ça pour voir, comme je vous disais, on ressente l'énergie des hyperboles au sommet pour avoir juste la visualisation des barres d'armature. Ici, on aura l'épaisseur de la paroi. Okay. Il y a aussi un autre envoi ici, qui peut être lié à la géologie ou par exemple une deuxième paroi qui est collée à l'autre. On peut faire des scans, multiplier les scans ou si on a le GPU 1100 directement avoir une vue 2D de l'espacement d'armature, okay, à une certaine profondeur. On va pouvoir avoir aussi des vues 3D et puis projeter ces vues 3D en réalité augmentée avec l'iPad si on veut par exemple faire du marquage et puis faire un prélèvement. Donc ça, l'iPad permet de faire vraiment tout en direct, c'est très rapide. Le petit radar, en général, on va l'utiliser pour des angles, des coins, pour des colonnes, pour des lieux pas faciles d'accès, ou par exemple des balcons, des bords de balcons, c'est aussi intéressant. Le GPU 1000, lui, est l'appareil traditionnel, on va pouvoir l'utiliser pour plein d'applications. Il y a juste un coup d'antenne. On peut aussi faire du modèle 3D avec ou des longs scans linéaires. Et puis quand on a vraiment de la surface à traiter, ça peut être un tablier de pont, des dalles de parking. On peut utiliser le GPU 1100. Et là, on va avoir un modèle 3D à très grande échelle très rapidement. Pour l'open literate, donc écho d'impulsion ultrasonique à onde S. Donc là aussi, c'est ce système-là, c'est le PD8050. Ça fonctionne là aussi avec l'iPad, qui va nous faire tout le processing pour avoir une vitesse une image en vitesse d'onde S, une tomographie en vitesse d'onde S. On va dire la combinaison des deux méthodes, c'est que, comme on l'a vu, les ondes radar, elles seront réfléchies à 100% sur les métaux. Ce qui va se passer, c'est que, par exemple, quand j'ai une gaine de précontrainte et une barre d'armature derrière, cette barre d'armature va être cachée parce qu'en fait, la plupart de l'énergie au-dessus va être réfléchie. Okay, ça veut dire que dès que j'ai quelque chose de métallique dans mon radar, c'est rare d'aller en dessous. Okay, une barre d'armature, c'est assez fin, donc là, j'ai quand même de l'info avec les barres en dessous, mais dès que j'ai quelque chose d'un peu plus linéaire, ça va me flasher ce qui est en dessous. Les ondes radar se propagent aussi dans les vides, donc je vais avoir potentiellement la possibilité de voir ce qui se passe derrière un vide. Ça va être plus dur d'identifier un vide parce qu'on va avoir une réflexion moins importante que sur du métal. Voilà. Pour les ondes ultrasoniques à onde S, on a vu qu'elles se réfléchissaient à 100% sur l'air, et par contre, elles vont se propager dans les métaux. Par exemple, la présence d'une délamination va m'empêcher de voir tout ce qui se passe derrière, okay, ou d'un vide. Par contre, la présence d'une gaine de précontrainte ne va pas être un souci. Souvent, par contre, les ondes S, elles vont bien se réfléchir sur les premières barres d'armature. Par contre, le deuxième lit d'armature, vu que c'est profond, on perd en énergie, en résolution, on n'aura pas trop l'info. On aura vraiment l'info, on aura plus l'info de l'épaisseur de ma dalle, donc avec la réflexion à 100% à l'interface béton-air. Mais avoir le second lit d'armature avec des ondes S, c'est plus compliqué. On utilisera préférentiellement le radar pour ça, si on est en dessous de 80 cm. Donc là, je répète ce que je viens de dire, en fait, c'est que c'est deux méthodes complémentaires. Comme je disais, donc le radar, 100% de réflexion sur les objets métalliques, et on ne va pas pouvoir voir les objets derrière. Okay, on a une réflexion sur les vides. Okay, donc on va pouvoir voir derrière les vides.
mais ça va être plus dur de distinguer un vide. Okay, on aura une réflexion, mais c'est pas toujours facile à interpréter. Pour ce qui est des échos d'impulsion ultrasonique à ondes S, on va avoir 99% de réflexion dans l'air sur les vides. On ne peut pas voir les objets derrière les vides, mais on va pouvoir voir des objets derrière on va pouvoir voir quelque chose derrière les objets métalliques. Okay, donc voilà deux méthodes complémentaires. Là, je vous ai mis deux images différentes. On a le premier lit, second lit d'armature, une fissure, et puis là, fissure, nid d'abeille, et puis une précontrainte. Okay, donc là, on voit l'image en termes radar. On va pouvoir très bien voir les barres d'armature, premier lit, deuxième lit, l'épaisseur du mur. Par contre, les fissures des laminations, on les voit pas trop. Ok. De l'autre côté, avec l'ultrason à ondes S, on va bien voir les premières barres d'armature qui vont nous renvoyer de l'énergie. On voit bien les nids d'abeilles fissures. La précontrainte, on la voit un peu parce qu'elle fait quand même un peu de réflexion. Et on voit bien le mur, au fond, enfin, l'interface béton-air, qui va être un peu caché lorsqu'on a des nids d'abeilles ou la présence d'air à l'intérieur de la structure. Ça, c'est un autre exemple avec juste premier nid d'armature, la paroi et puis un vide. Donc là, sur le radar, on voit que c'est très difficile d'identifier le vide. Okay, on a une petite réflexion. Okay, on voit bien chaque barre d'armature et puis l'interface, l'épaisseur de mon mur. Donc, plus difficile de voir le vide, là, tandis que sur l'ultrason, on va quand même bien l'identifier. Okay. Deuxième exemple, là, on a juste la présence d'une fissure, des laminations très fines, et puis l'épaisseur de ma paroi. Donc là, on voit que je ne vais quasiment rien voir en radar. Okay, on a juste l'épaisseur de la paroi. Par contre, en ondes S, on va bien identifier cette délamination. Donc, la différence avec l'écho d'impulsion ultrasonique à ondes S, là, le Pundit Array et le Pundit traditionnel qu'on a vu dans les signes vitaux, c'est que là, on a besoin d'accéder que d'un côté de la structure, parce que c'est à écho d'impulsion. Ok, donc c'est-à-dire qu'on analyse le temps de parcours, la réflexion de l'onde. Ok, tandis qu'avec le Pundit, on a besoin d'accéder de part et d'autre de la structure. Ok. L'avantage, c'est que cette méthode d'onde S, là, aujourd'hui, elle est aussi acceptée par la normative pour faire des analyses d'homogénéité, ok, et de résistance du béton. Donc la différence entre onde P et onde S, onde P qu'on utilise souvent avec le Pundit Lab, c'est juste que l'onde S est une onde transversale, elle se propage souvent moins vite, quasiment la moitié de la vitesse des ondes P. Mais après, on a des tables de conversion pour convertir l'onde S à onde P, et puis définir si c'est une bonne qualité de béton ou pas. Un autre exemple d'application, cette fois plus pour combiner le radar, le GPR, avec les courants de Foucault et le profomètre. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire pour calibrer mon image radar ou mon image ultrason, j'ai besoin d'avoir une information d'épaisseur d'un objet que je vois, okay, pour définir mon temps de propagation de l'onde. Okay, à moins que je sache déjà à combien voyage mon onde dans mon milieu. Okay. Si j'ai déjà fait, par exemple, j'ai déjà passé le profomètre sur ma ligne d'inspection, je peux déjà avoir l'épaisseur et l'enrobage d'armature au millimètre près. Donc, ce qui fait que je vais pouvoir définir, par exemple, sur ma mesure radar, que ici, mon armature est exactement, je sais pas moi, à 29 mm. Okay. Et donc, calibrer ma mesure radar pour pouvoir ensuite directement avoir une estimation au centimètre près de l'épaisseur de mon mur. Okay. Donc ça, c'est une bonne combinaison de méthodes aussi. Le profomètre nous permet de calibrer les mesures radar. Il y a un autre appareil qui existe pour de l'imagerie qui est aussi lié au profomètre, on appelle ça maintenant le PM8500, qui permet de faire des mesures de potentiel de corrosion. Par contre, ce sont des mesures semi-destructives. Là où radar, profomètre standard et ultrason écho d'impulsion, on a juste besoin d'être sur la structure. Là, on a besoin de forer, brancher une pince sur le réseau d'armature, et ensuite, en fait, on va venir balader une électrode, on va mettre un voltmètre entre l'électrode et on va injecter un courant. Ok. Et en fait, c'est une méthode, on appelle ça la méthode des demi-cellules de potentiel, et ça permet d'identifier la corrosion active des barres d'armature. Okay. Et en fait, tout simplement, on va mesurer la différence de potentiel entre mon courant que j'injecte et puis le courant que je vais mesurer avec mon électrode. Et les zones où on a un potentiel, on a des valeurs de tension qui sont négatives, ça veut dire qu'on va avoir un fort potentiel de corrosion. Plus les valeurs de tension sont négatives, plus le potentiel de corrosion est important. Okay.
Donc pour ça, on a ce petit appareil, donc là le PM8500 qui est petit aussi, hein, qui ressemble presque au PU1000, qu'on va venir brancher d'un côté au réseau d'armature, ok. Et puis on va balader une électrode ou une électrode à roue ou un système avec 4 électrodes à roue pour faire ces mesures de potentiel, ok, de différence de potentiel. Donc là, comme je disais, la petite électrode va permettre de scanner des petites surfaces, ok, donc des colonnes, des poutres, des marches. On a une électrode à roue pour faire des scans linéaires, ok. Et puis on a un chariot aussi avec 4 électrodes. Là, on va pouvoir vraiment faire de la surface dans des parkings, des garages, sur des tabliers. Ok. Dans tous les cas, il va falloir faire un branchement sur le réseau d'armature. Et ensuite, on a une application iPad qui va permettre de faire ces mesures et de nous afficher en direct la mesure de potentiel. Ok. Donc, on a vu que plus il est négatif, plus on a un risque de corrosion. Donc, on va pouvoir définir des seuils en fonction de la normative ou des règles qu'on a voulu établir. On va avoir une carte de potentiel, par exemple, sur notre structure. On va pouvoir faire les statistiques et puis faire une heatmap où on va définir, par exemple, 3 zones. Une zone verte où on considère que le potentiel est très faible. Enfin, le potentiel de corrosion est faible. Et par exemple, une zone rouge où là, on a moins 300 millivolts, où là, on va considérer que le potentiel de corrosion est plus élevé sur cette structure. Et puis après, on va pouvoir peut-être aller faire un prélèvement sur chaque zone pour vérifier l'état de corrosion de mes barres d'armature. Voilà pour le potentiel de corrosion. Et maintenant, on va passer à la phase finale, ce sont les exemples d'applications. Donc, première grande application, c'est la détection d'armature ou de gaine de précontrainte ou de réseau avant percement. Donc, souvent avec le radar ou avec un profomètre. Okay. L'avantage du radar, c'est qu'on a vraiment une vue directe de ce qui se passe dessous. Donc, c'est quand même un peu plus intuitif. Ça évite de se tromper. Et puis, là, avec l'iPad, tout de suite, on va savoir où percer. Et puis, même si on fait de la réalité augmentée, ça simplifie encore plus le terrain. Okay. Donc, ça, vraiment, application numéro 1. Ensuite, contrôle qualité, donc objet à la bonne place en fin de chantier. Donc ça, on va pouvoir utiliser plusieurs appareils. Le radar va nous permettre de vérifier que les barres d'armature sont bien présentes et qu'elles sont bien en phase avec les plans du projet. On va pouvoir vérifier la couverture d'armature. Ok. Et puis aussi l'épaisseur d'un mur, par exemple, avec le pundit Heuret. Inspection structurelle, donc là, on va aussi faire tout simplement imagerie d'armature et gaine de précontrainte existantes, vérifier qu'elles soient là et puis à la bonne position, ok, dans notre structure. On va aussi faire de la vérification d'épaisseur et de détection de potentiel défaut interne, par exemple avec le Pundit-Heuret. Okay, donc là, on a fait toute cette partie et on va pouvoir définir des seuils en fonction des vitesses d'onde S, sachant que plus la vitesse d'onde S va être faible, plus ça va être potentiellement lié à un défaut dans la structure. Okay. Ensuite, vérification structurelle pour les tunnels. Donc ça, c'est très utilisé aussi pour l'imagerie des barres d'armature et l'épaisseur des voussoirs de tunnels. Okay, donc là, on va pouvoir utiliser le GP. Okay, parce que le GP, ce qui est pas mal des fois, c'est qu'on va pouvoir aller voir ce qui se passe derrière. Ça peut être intéressant pour localiser, par exemple, les brosses de voussoirs ou ce genre de choses. Parce que les ondes de radar vont se propager dans l'air après avoir traversé la paroi. Donc s'il y a quelque chose qui me les réfléchisse de nouveau, je vais pouvoir le voir. Et puis, on va pouvoir aussi utiliser le Pundit pour vérifier les épaisseurs et aussi l'homogénéité du béton. Ensuite, ça peut être utilisé, vu que les radars sont haute résolution, la haute fréquence, on peut aussi utiliser ça sur les routes pour avoir une information, pour avoir l'homogénéité du bitume après mise en œuvre. Ça peut être aussi une application. Autre application qui est en développement et qui fonctionne bien, c'est pour vérifier qu'on n'ait pas de défaut de coulissage dans les gaines de précontrainte. Okay. Donc ça, le souci, c'est que si j'ai un défaut de coulissage, donc si mon ciment a bien mordu ma gaine de précontrainte, quoi, mon tauron, je vais pouvoir, il n'y aura pas de problème, mais si il reste de l'air et le coulissage n'a pas été bien fait, ça va pouvoir lier à de la corrosion. Ça va pouvoir induire de la corrosion ensuite, et puis forcément on risque de problèmes structurels dans le futur. Donc pour vérifier ça, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille en 2 étapes. La première étape, ça va être d'utiliser le radar pour localiser les armatures et surtout localiser où se trouve la précontrainte.
ok, parce qu'on a une réflexion à 100% sur le métal. Une fois que j'ai localisé où je trouve la précontrainte sur ma structure, je vais pouvoir la suivre avec le pundit array, ok, donc avec code d'impulsion, qui lui se réfléchit à 100% sur l'air. Et là, en fait, on va pouvoir estimer que quand on a des réflexions plus importantes le long de ma précontrainte, c'est qu'il y a potentiellement de l'air, donc un défaut de coulisage. Et ensuite, on va pouvoir faire un prélèvement et vérifier qu'il n'y ait pas de corrosion. Donc là, c'est par exemple le résultat d'une image à ultrasons. Là, on voit des barres d'armature, mais là, on voit en dessous ma précontrainte. On peut voir qu'il y a des endroits où la précontrainte, il y a une réflexion beaucoup plus importante. Ça peut être lié à la présence d'air. Donc derrière, il va falloir faire un prélèvement pour aller voir ce qui se passe. Il va falloir forer, quoi. Mais ça permet déjà d'avoir une idée de la précontrainte et du potentiel, la potentielle présence de défaut de coulissage. Là, dans un autre cas où on a suivi la précontrainte, on peut voir que là, on pense que le coulissage est bon, et là, par contre, il y a une réflexion plus importante. Donc, il y a potentiellement de l'air. Ça peut être aussi utilisé, dernière application, dans les bétons fibrés. Alors ça, bien évidemment, le radar, ça fonctionne pas parce que toutes les ondes qu'on émet, bah, elles se dispersent de partout dû aux fibres métalliques. Mais le pundit array, les ondes S, là, les codes d'impulsion, ça fonctionne parce qu'elles vont se propager le long des fibres. Donc ça, c'est intéressant. On peut vérifier l'épaisseur. Bon, en général, l'épaisseur, on la connaît, mais ça peut être très intéressant pour vérifier l'homogénéité du fibrage. Okay, donc on va pouvoir venir balader notre pundit le long de la poutre ou du mur pour pouvoir vérifier qu'on ait une uniformité du fibrage. Et souvent, quand on a des réflexions internes, pas une réflexion uniquement sur la paroi, entre la paroi et le vide et l'air, mais vraiment interne, là, ça peut être lié à un défaut de fibrage, quoi. Donc voilà pour ça. Alors, dernière chose, donc, c'est qu'en fait, faut bien comprendre que tous ces appareils que l'on a vus, en fait, ils travaillent au sein d'un seul écosystème, qui est, ils appellent ça le Eagle Workspace. Donc, en fait, toutes les mesures que l'on fait avec tous les appareils ProSec peuvent être automatiquement sauvegardées dans notre workspace. Okay, et si on a Inspect, donc la première application qu'on a vue, on va pouvoir créer un rapport automatique et centraliser toutes ces mesures. Donc ça, c'est un avantage aussi, c'est que du moment qu'on fait une mesure sur le terrain, et si notre iPad, par exemple, a une SIM 4G, elles sont automatiquement sauvegardées, donc il y a même quelqu'un au bureau qui peut déjà traiter les données et commencer le rapport, quoi. Ou même diriger les mesures sur site. Là, je vous ai remis le flux de travail avec les différents appareils. Donc, comme on a vu, inspection visuelle avec Inspect, les différents in vitro, perméabilité avec le Resipod, la résistance avec le marteau Schmitt, uniformité, homogénéité avec le Pundit et l'épaisseur avec le Pundit Impact, le petit, le PI8000. Et puis avec l'imagerie, donc le Pundit Array, détection de défauts, d'homogénéité. Le GPR, on a vu que c'était très bien pour localiser les barres d'armature, les gaines de précontrainte, ce genre de choses. Et puis le Profomètre pour avoir une idée plutôt sur l'enrobage et le diamètre quand on est dans les premiers 8 cm. Voilà, donc là, je vous ai mis comment s'articulent tous ces appareils aussi, pour rappel. Comme je disais, je vous partagerai la présentation. Et puis voilà, c'est tout pour moi. Merci de votre temps. Et puis, donc, vous pouvez activer vos micros si vous avez des questions.